Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis la maison Watt Home à Valenciennes. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour parler de votre groupe Chop Inspiration. Je dirais plus que c'est un projet porté par un trio que vraiment un groupe à part entière. Alors, allez-y, dites-nous. Quelle est la différence entre un groupe et un trio alors On va Groupe, dire ça fait peut-être un peu plus rock quand même. non, c'est pas forcément ça, mais bon, le trio, c'est une formation qui est apparentée à un groupe. C'est un groupe de 3 personnes au final. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Chop Inspiration n'est pas ce groupe et ce groupe n'est pas Chop Inspiration. Chop Inspiration, c'est un projet qui est porté par ce groupe. Mais ça nous arrive de faire autre chose aussi avec ces mêmes musiciens, de participer à d'autres choses. Mais on a ce projet-là qui s'appelle Chop Inspiration et dans lequel on fait de la musique de Chopin qui est réécrite, réarrangée pour cette formation. Il me semblait bien que j'avais cru comprendre que c'était Chopin. C'est ça. Donc, on rappelle qui est Chopin, peut-être, puisqu'il y a peut-être des gens qui ont peut-être ou oublié ou qui ne connaissent pas. Tout à fait, ouais. Alors, Chopin, c'est déjà Frédéric Chopin. C'est un compositeur de l'époque romantique. L'époque romantique en musique, c'est tout le 19e siècle. Et Chopin, c'est un compositeur qui est né en 1810 et qui est mort en 1839. 1849, à 39 ans. 39 ans. Il est né en Pologne d'une mère polonaise et d'un père français, d'où son nom qui ne sonne pas vraiment polonais. Et il a passé la majeure partie de sa vie en France parce qu'à l'époque où il a vécu, la Pologne, c'était une situation politique compliquée, on va dire. Et il a trouvé refuge familial et artistique en France. C'est pour ça qu'il y a passé la majeure partie de sa vie. Et il a vécu une grande histoire d'amour avec une Française aussi. Il a vécu notamment une grande histoire d'amour avec George Sand, effectivement. Ouais. C'est ça. Alors, ça c'est pour la partie Chopin. Donc Chopin, c'est combien d'œuvres qui ont été éditées sur Chopin ? J'ai pas assez révisé pour vous dire le nombre exact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un compositeur un petit peu à part dans l'histoire de la musique et à son époque, où lui est pianiste et compose et a composé quasiment exclusivement pour le piano. Les seules choses pour lesquelles il a écrites, hormis le piano, c'est soit les concertos de piano, où il a écrit les parties d'orchestre pour accompagner le piano. Il a écrit aussi un petit peu de musique de chambre, en trio notamment, avec violon et violoncelle, mais dans lesquelles il y a du piano. C'est les seules œuvres pour lesquelles il a composé autre chose que du piano, mais lui se sentait pianiste à 100% et voulait composer exclusivement pour ça. Ça c'est une supposition personnelle après, mais peut-être qu'il ne se sentait pas assez à l'aise techniquement avec les autres instruments pour les composer, ou alors il voulait juste donner l'intégralité de son message et de sa pensée à cet instrument-là. Et le piano sonnait très bien pour lui, je suppose aussi. Il est réputé pour être un de ceux de toute l'histoire à avoir le mieux fait sonner le piano. On dit de lui qu'il est le plus grand pianiste de tous les temps. Mais après, sur les autres instruments, de toute façon, il a simplement qu'à faire des partitions. Et puis, Oui, justement, en fait, il aurait eu les capacités techniques de le faire, mais il a choisi de ne pas le faire. Parce que quelqu'un comme Mozart, Bach, eux, ils écrivaient pour tous les instruments en même temps. Oui, alors Mozart, Bach sont des compositeurs qui étaient aussi pluri-instrumentistes. Mozart était violoniste avant d'être pianiste, Bach était organiste, pianiste, il maîtrisait aussi les instruments à cordes. Ça n'explique pas le fait qu'ils aient eu plus de facilité à composer pour eux, mais en tout cas, ils avaient cette démarche d'aller vers les autres instruments et de vouloir composer pour eux. Chopin n'a jamais eu cette... Pour lui, c'était peut-être une prétention, mais en tout cas, il n'a jamais eu cette démarche de vouloir composer pour autre chose que pour le piano. C'est ça qui le rend un petit peu à part pour les pianistes et dans l'histoire de la musique. Alors, vous avez parlé d'instruments à vent et à cordes. Donc, le piano, je suppose que c'est un instrument à cordes. Le piano, c'est un instrument à cordes et à percussion. Parce que c'est un système de percussion. Quand on appuie sur les touches, ça active des marteaux qui vont frapper sur les cordes. Donc on a une percussion. Et vu que ça tape sur des cordes, on a aussi des cordes. Donc on est à moitié dans le monde de la percussion et à moitié dans le monde des cordes.
D'accord. Je ne savais pas que c'était de la percussion. Donc vous êtes combien? Donc 3. Donc pour ce projet-là, on est 3. Voilà. Présentez-nous les autres personnes. Alors les autres personnes, c'est Jérôme Dubois qui est à la batterie et Hervé Delcroix qui est à la contrebasse. Et à 3, on forme ce qu'on appelle une formation de trio jazz plutôt classique. C'est vous qui avez eu l'idée ? Vous connaissiez déjà tous les 3 ? Oui, je connaissais déjà ces musiciens. Ça nous arrivait déjà de jouer ensemble. Et personnellement, moi, jouer de la musique, réarranger de la musique classique, on va appeler ça comme ça, pour trio jazz, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Pas forcément directement autour de Chopin. C'est des choses qui ont déjà été faites par d'autres pianistes comme Jacques Loussier qui a fait plusieurs albums autour de la musique de Bach et même d'autres compositeurs. Il y a d'autres pianistes aussi qui sont attaqués à Beethoven, encore à Bach. Je ne suis pas le premier à avoir fait ça avec Chopin non plus. Mais en voulant d'abord faire une sorte de parcours historique du piano en transformant un petit peu tout en jazz, je me suis rapproché de plus en plus de Chopin, et puis ça marchait bien, et puis une autre œuvre, puis une autre, et puis au final, le projet s'est tout doucement porté que autour de son œuvre. Mais c'est pas dénaturer un petit peu l'œuvre de... Est-ce que vous avez réussi à combiner les deux ? Enfin, oui, puisque vous l'avez fait, mais comment vous vous y êtes pris ? Est-ce que vous vous êtes dit, ça va peut-être pas fonctionner ? Enfin, c'est pas évident. Et puis, ça vous a permis aussi de vous amuser peut-être un peu plus que de jouer simplement les morceaux de Chopin ? Oui, alors tout ça n'est qu'une histoire de point de vue, à vrai dire, et absolument tout se respecte. Moi, j'en veux pas à des pianistes qui vont venir me voir pour me dire que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire, qu'on n'a pas à dénaturer la musique de Chopin. Et je pourrais comprendre son point de vue parce que je suis déjà un grand amoureux de la musique de Chopin et pour moi, ça n'empêche pas. Elle n'est jamais plus belle que quand elle est bien jouée de sa manière originale. Après, je pense aussi, et ça c'est très personnel, que toutes les musiques sont ouvertes, que si on peut arranger des standards de jazz ou des chansons, que ce soit françaises, de la variété internationale, si on peut la transformer, en faire ce qu'on veut, faire des remixes un petit peu avec tout ce qu'on veut. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire avec des compositeurs plus anciens ? Pourquoi est-ce qu'on aurait cette démarche serait interdite parce que cette musique représente une noblesse d'art ou je ne sais quoi. En tout cas, je ne suis pas très d'accord avec ça. Et je pense que tant qu'on le fait dans le respect, on peut toucher à tout. Oui, puisqu'on peut casser un mythe avec Gainsbourg qui a repris énormément d'œuvres classiques. Ouais, notamment du Chopin. Notamment du Chopin, mais il n'y a pas eu que du Chopin, mais il a repris beaucoup de musique classique pour en faire des tubes. Oui. Donc le rock et la musique classique, ça fonctionne bien. Pourquoi pas le jazz ? Non, c'est bien pour ça que je dis que je ne suis pas le premier avec ça. Voilà. Je ne suis pas non plus le seul à penser comme ça. Chopin est un compositeur qui est magnifique et je ne suis pas le premier à le penser. Il y a plein de... Gainsbourg a repris une des études qui se surnomme Tristesse pour accompagner une de ses chansons. Le NTM a samplé un prélude de Chopin pour accompagner aussi une de leurs chansons. Il y a une chanteuse de R&B des années 2000 qui doit toujours s'appeler Nadia aujourd'hui, et qui avait samplé elle une valse de Chopin aussi pour accompagner ses chansons, et des exemples comme ça, il y en a plein. Et en Pologne aussi, c'est sûrement les plus grands fans de Chopin. Et là-bas, il y a Chopin à toutes les sauces. Il y a Chopin pour présenter le journal, Chopin pour présenter la météo, il y a Chopin partout, tout le temps. En tout cas, j'ai écouté vos chansons tout à l'heure, cet après-midi, pas plus tard. Et donc, vraiment, l'accord, c'est vraiment super, quoi, le jazz. Et on dit le piano a des vertus de détente, de relaxation, et c'est totalement ça. Ouais, et puis la musique de Chopin a pour moi une pureté qui fait qu'elle est facile d'écoute. Même quand la musique est complexe, il y a une simplicité et une poésie qui sort de sa musique et qui la rend facile à écouter.
Tout à fait. Mais il y a d'autres pianistes qui se sont essayés aussi. Je pense à par exemple Simon Fache, qui d'ailleurs, il me semble, qui est du coin, qui s'amuse énormément avec son piano, à tout détourner. Et il y en avait un autre, c'était Ziegel, il me semble, qui était sur une radio concurrente, on va pas la citer peut-être, si quand même, sous France Inter. Bon, c'est peut-être pas vraiment des concurrents, mais qui arrivent aussi à vulgariser, je vais dire, peut-être la musique classique. Donc, pourquoi pas essayer de faire autre chose. Je pense que en fait, toutes les voix sont bonnes. Les exemples que vous avez donnés sont très bien. Jean-François Ziegel, que ce soit à la télé ou à la radio, fait des émissions de démocratisation de la musique qui sont superbes, qui sont juste pour moi à des heures... quand c'est à la télé trop tardive, elle devrait être à des heures où les enfants peuvent le regarder. Oui. Vous m'avez parlé aussi de Simon Fache. De Simon Fache, qui a son spectacle Pianistologie, qui est aussi dans la démocratisation, dans le fait de jouer toutes les musiques, de faire comprendre que toutes les musiques se ressemblent. Il y a un compositeur... C'est marrant, puisque j'ai assisté au spectacle de Simon Fache. Il était passé, je crois que c'était l'année dernière, à Douchy. Il fait un petit peu extravagant, un petit peu uluberlu, avec sa coiffure qui ressemble pas vraiment à quelqu'un qui fait de la musique classique, ses petites lunettes qui lui donnent un petit côté sérieux. Puis en fin de compte, il explose quand il fait son spectacle. C'est le propos artistique qui est le plus important au final, au-delà d'une allure ou de quoi que ce soit. Bien sûr. Et c'est même parfois intéressant d'avoir une opposition entre les deux, parce que ça crée la surprise. Bien sûr. Ensuite, quand vous avez mis ça en jazz, vous avez pensé à essayer de donner une intonation dans quel type de jazz ? Bien là est tout le problème. Encore une fois, moi je suis juste quelqu'un de curieux, qui aime le piano, qui aime Chopin, qui aime le jazz, et j'ai du mal à me contenter d'un style, d'un genre, et j'aime pas être stigmatisé aussi musicalement, donc c'est très compliqué, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un petit peu de tout, en fonction des idées qui venaient, en fonction des morceaux originaux. Qu'est-ce qu'ils vont plutôt réclamer au niveau de l'énergie, et du coup on peut aller autant vers un prélude qu'on a transformé en une ballade un peu pop, quelque chose... Alors, en fait, quand vous dites ça, vous transformez, donc ça, vous gardez les mêmes notes, mais la mélodie est peut-être plus lente. Ça dépend encore une fois des morceaux, mais oui, c'est l'idée. En quelque sorte, il y a quelquefois des morceaux où je vais rien changer à la partie de piano. Je vais juste ajouter une rythmique à la batterie et un accompagnement à la basse qui vont donner quelque chose. Il y a certains morceaux où j'ai repris qu'un extrait. Il y a aussi des morceaux où je mélange les passages originaux et les passages réarrangés, où par exemple je fais la première partie originale et puis d'un seul coup la batterie et la contrebasse rentrent et on arrive dans une bossa nova par exemple, alors que normalement on n'était pas censé être au Brésil à ce moment-là. Mais en gros l'idée c'est de jouer ça en trio jazz mais sans avoir de limite, encore une fois stylistique. Et alors, la construction d'un disque comme ça doit être quand même relativement très compliqué, puisque on va dire quand même que la musique classique, même le jazz, ne font pas partie des éléments les plus populaires. C'est plus le rock qui est populaire en France. Est-ce que c'est difficile de faire un montage pour avoir un disque comme ça ? Je pense que construire un album dans n'importe quel style, c'est compliqué. Après, c'est sûr que... après, je sais pas, ça dépend du public qu'on a aujourd'hui. La production et la mode n'a jamais empêché aucun jazzman de produire ce qu'il avait envie de produire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais quand je pensais à ça, quand vous prenez un groupe comme je sais pas, Coldplay ou n'importe qui, vont faire des stades entiers, tandis que le jazz, ça reste quand même comme la musique classique, ça reste quand même relativement
très intimiste. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est pas du tout les mêmes. On va pas sortir autant d'albums quoi quand on va les produire. Tout à fait. Moi, j'en ai fait sortir 1000 de production. Je pense que si Coldplay se contente de 1000, ils vont pouvoir les vendre très cher. Je pense qu'à la sortie du Stade de France, ils les ont déjà vendus. Oui, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Non, mais du coup, je comprends la question. Après, est-ce que le fait d'avoir une trace n'est pas plus importante ? Je sais que... C'est votre moment de gloire. Bon, en quelque sorte, un petit peu. C'est, plus qu'un moment de gloire, je dirais que c'est un souvenir. Ça marque quelque chose qu'on a créé à ce moment-là. Personnelle, c'est votre bébé. C'est quelque chose que je garderai, le fait d'avoir fait ça. Que l'album fonctionne ou pas, c'est pas forcément le plus important. Moi, je prends beaucoup de plaisir à être sur scène. Et puis, le fait d'enregistrer l'album, ouais, ça marque plutôt une étape et un accomplissement. Et donc, quand vous dites sur scène, alors je crois que prochainement, vous allez jouer à l'Intervalle, c'est ça ? Oui, c'est notre prochain concert. Alors, l'Intervalle, c'est un club de jazz à Lille. Et on y joue le samedi 16 mars. Donc, c'est dans 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Et il me semble aussi que l'un de vos camarades aussi participe au Mardi Jazz du Tandem, enfin à l'époque, en tout cas il y a quelques années. Alors ouais, en fait, nous trois, les trois musiciens du projet, on est en partenariat avec l'association Capesco, qui a organisé les Mardis du Jazz. Alors ça c'est quand on était au Tandem, on avait une scène jazz tous les mardis, où on organisait soit des jams, soit des concerts. Et donc maintenant le Tandem a fermé depuis quelques temps maintenant, mais les jams ont perduré, on les fait maintenant en partenariat avec la FLAC, qui est basée à Marly. À Marly, oui. Et donc on fait des jams qui ont lieu, on a recommencé la semaine dernière, donc le vendredi dernier. La prochaine c'est le 19 mars. Et donc là, c'est une jam qu'on organise. Donc une jam, c'est une scène ouverte pour le jazz. Donc où tous les musiciens de jazz... Il y a des gens qui sont invités et qui viennent jouer ce qu'ils ont envie de jouer. C'est ça, mais ils sont même pas forcément... Enfin, c'est pas qu'ils sont invités, ils viennent de leur propre chef. Et puis la scène est partagée et on joue des standards qui sont le langage commun à tous les jazzman, quoi. Ça me fait penser un peu à la fête de la musique à l'origine. À C'est l'origine, un petit peu l'idée on arrivait avec son instrument. Bon, un piano, c'est peut-être un petit peu difficile, mais on arrivait avec un instrument et puis on s'installait et on jouait pour les gens. C'était le bon esprit de la fête de la musique, qui s'est très légèrement ou même complètement dénaturé par rapport à ça. Ouais. Donc c'est bien, il faut saluer quand même la FLAC d'avoir eu cette bonne idée de reprendre. Oui, bien sûr. Ouais. On est content, on organise des ateliers de découverte à l'improvisation aussi qui vont avec. Et donc si ça intéresse des gens, je les invite à se renseigner. Mais on ne peut pas improviser sur du Chopin quand même, si ? Si, parce que toutes les musiques se ressemblent, comme je vous les ai dit tout à l'heure. Après, c'est une question d'envie ou pas de le faire, mais toutes les musiques se ressemblent dans le sens où elles sont, enfin toutes, bien sûr, on peut trouver des exceptions, quelqu'un pourrait me contredire en allant chercher je ne sais quel concept musical différent, etc. Mais on va dire dans la masse de ce qu'on écoute, énormément de choses sont semblables, dans le sens où que ce soit de la musique classique, de la pop, du rap, de la funk, peu importe. On a toujours une ligne mélodique, qui souvent c'est la voix, ou un instrument, si c'est instrumental. Ensuite, on a une harmonie, c'est les accords, tout ce qui va sonner ensemble, qui va faire que ça va bien sonner ou pas. Puis ensuite, il y a la rythmique qui, elle, va donner le style à tout ça. On fait une rythmique plus engagée, on va aller vers quelque chose de plus rock, et puis si on est plus doux, vers une ballade, quoi. Mais avec ces 3 éléments-là, on peut faire ce qu'on veut. D'accord ? Donc moi, en gros, quand on est dans Chopin, il n'y a pas de batterie à la base. Mais il y a déjà une main droite qui fait la mélodie et la main gauche qui fait l'harmonie. Donc maintenant, la contrebasse, elle vient m'aider à compléter l'harmonie. Et puis la batterie, elle vient développer une rythmique qui va changer Chopin, qui va le passer d'une valse pour piano à une valse jazz avec une rythmique beaucoup plus marquée. Et puis à partir où j'enlève la mélodie, je peux la remplacer par une autre qui va fonctionner aussi sur les mêmes accords.
Et ça, c'est le principe de l'improvisation qu'on a dans le jazz, c'est remplacer la mélodie par celle qui nous passe par la tête. Je peux vous demander votre profession ? Je suis enseignant je suis pianiste de manière générale. Et donc j'enseigne dans les conservatoires. Et puis je joue aussi. Parce que vous parlez des instruments avec un amour qu'on sent que vous êtes. Et une aisance. J'ai cru deviner que c'était un peu votre profession en même temps. Parce que on n'en vit pas de sa musique. Hein. Si, tout à fait. Si. Vous enseignez où ? Alors j'enseigne au conservatoire de Maubeuge et au conservatoire de Condé-sur-Escaut. Dans les deux, j'ai des missions différentes. D'un côté, du piano classique, de l'autre, des musiques actuelles et du jazz. Et il existe en France, ou partout dans le monde même, mais en France, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, il faut savoir le dire aussi quand il y a des choses qui fonctionnent. L'intermittence est un statut magnifique qu'il faut défendre. Parce que ça permet à beaucoup d'artistes, comme vous le dites, d'exister, de vivre de leur musique. Ça permet aussi à beaucoup d'avoir un accès à la culture qui est beaucoup plus riche que des endroits où il n'y a pas ça. Et puis ensuite, des moyens de vivre de la musique, on peut avoir, comme vous dites, juste un groupe qui fonctionne. S'il fonctionne assez, tant mieux. Il y a aujourd'hui le système de streaming et la SACEM qu'on a en France, c'est quelque chose qui fait vivre aussi beaucoup d'artistes. L'enseignement de la musique fait vivre aussi beaucoup de musiciens. Donc faut savoir être pluriel, s'adapter, mais il y a énormément de choses à faire et je ne vais pas dire que c'est facile de gagner sa vie avec la musique, mais si on est motivé et prêt à travailler, c'est très possible. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous êtes sur Deezer ou bien sur Spotify ? Tout à fait, vous pouvez trouver mon album sur absolument toutes les plateformes que vous voulez. YouTube à Spotify, Deezer, Apple Music, partout où vous le chercherez, vous le trouverez. Comment ça se passe vite fait pour accéder à ces plateformes ? Il faut payer ? Ça dépend des plateformes. Si on prend l'exemple de Spotify ou Deezer, par exemple, on peut écouter librement dessus et gratuitement. Par contre, entre chaque chanson, on va avoir des pubs. C'est ça. Et si on décide de payer l'abonnement, on paye l'abonnement, oui, on a accès à tout ce qu'on veut, sans pub et de manière illimitée. Et vous êtes rémunéré comment ? On est rémunéré si vous m'écoutez énormément. C'est-à-dire énormément. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Moi, je suis à une échelle où j'ai pas de rétribution. À mon échelle, c'est bien d'y être, mais je compte pas là-dessus pour payer mon loyer. Loin de là. Non. C'était d'ailleurs le sens de la question que je vous posais tout à l'heure. C'était est-ce qu'on peut en vivre de la musique ? Je pensais au disque plutôt que de votre profession en elle-même. On peut, mais il faut être beaucoup écouté. Voilà, il faut être énormément écouté. Écouté. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent, ou même aux plus anciens qui nous écoutent qu'il ne faut pas forcément compter que sur la vente d'albums, que faire de la musique, c'est faire des concerts, c'est partager, c'est donner des cours, voilà. Et des moyens. Il ne faut surtout pas penser que vivre de la musique, c'est vendre des albums. C'est pas que ça. C'est un des traits. Il faut d'abord enregistrer un album avant de pouvoir penser à le vendre. Donc votre passion pour le piano, Chopin et le jazz a commencé à quel moment ? Il y a très longtemps. J'imagine. Vous avez commencé Alors moi je suis dans une famille de musiciens. J'ai un père qui est trompettiste. Je me posais la question justement. Je me dis, pour être autant passionné, je me demandais si les parents n'avaient pas influencé, s'ils n'étaient pas musiciens également. Alors on va dire que j'ai eu pour ma part un accès facilité à l'apprentissage de la musique. Et ayant un père qui est déjà dans le milieu, je pense que faudrait demander à mes parents pour connaître la vérité. Mais je pense que j'ai connu... Ils enseignent également ? Mon père, oui. Ouais. Je pense que j'ai connu les notes de la gamme avant l'alphabet. Et donc ça a été assez vite et donc j'ai très vite fait du piano. Je pense qu'entre 3 et 3 ans et demi je prenais déjà des cours de piano. À 4 ans et demi j'étais au conservatoire à Valenciennes et puis ensuite tout s'est enchaîné. Dans le berceau et dans le biberon, je crois. C'est-à-dire, je me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire plus tard. J'allais faire de la musique. C'était évident. Je savais pas si j'allais faire du piano ou autre chose. Mais j'allais faire de la musique. À quel moment ? Chopin, à partir du moment où on fait du piano, je pense que tous les pianistes tombent dedans. Je pense pas connaître de pianiste qui
qu'il puisse dire qu'il n'aime pas Chopin. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire ? On peut peut-être présenter Sophie qui est à côté de moi Oui. depuis tout à l'heure. Oui, entre autres, oui, puisque Je te passe le mot. en même temps, il est bavard. Hein. Oui, mais c'est très intéressant aussi ce Voilà. qu'il raconte. Alors, Sophie. Oui, bah, du coup, moi, je viens m'ajouter un petit peu à ce trio, à venir les aider à être diffusés, à avoir des concerts. Donc, c'est plutôt une petite mission administrative parce qu'on parlait du statut d'intermittent. Mais donc, il y a dans l'intermittence, je ne suis pas intermittente du tout, mais pour expliquer, il y a le statut artiste et il y a aussi le statut administrateur de l'intermittent. Donc, tout ce qui est diffusion, production. Et donc, en fait, les musiciens en France aujourd'hui sont vachement aidés aussi avec ce statut intermittent plutôt administratif qui permet du coup de les produire, de leur trouver des tournées, de leur trouver aussi des moyens de financement pour créer des disques, etc. Donc voilà. Alors moi, à ma petite échelle, puisque à côté j'ai aussi un travail, mais je souhaite les aider en fait à plus se produire. Donc, les prochaines dates, c'est à vous qu'il faut les demander. Non, en tout cas, ça sera à moi que on pourra échanger ensemble, oui. Vous cherchez des lieux, peut-être aussi, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin pour faire ça. Dans la région, vous en faites bientôt ? Bah, du coup, à l'intervalle, très prochainement, dans 2 petites semaines. Et puis après, on cherche des dates dans la région, mais ça peut être aussi ailleurs. Puisque Également sur le Valenciennois ? Ah ben, Vous êtes preneur ? Bien sûr, bien entendu. Oui, mais encore une fois, c'est très difficile d'arriver avec son piano sous le bras. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'idéal, c'est d'avoir une salle déjà équipée où on a l'habitude de recevoir des artistes. Question bête, on peut arriver avec un piano électronique pour faire du Chopin ? Oh là, je crois que la question était très bête. Alors, on pourrait, sur le papier. Le problème, c'est que ça sonne pas pareil, la sensibilité est pas la même. Et moi, je veux défendre ce projet exclusivement dans des bonnes conditions pour que le message artistique et pédagogique soit porté aussi dans les meilleures conditions. C'est difficile de parler d'interprétation chez Chopin sur un instrument qui va pas réagir de la manière dont on va parler. Et donc... faire une démonstration pour un morceau ou deux, ça serait envisageable. Pour faire un concert... Pour faire un concert, non. Non. Je retire la question. C'est un piano, c'est quand même... dans les bars ou autres, c'est quand même assez compliqué. Oui. Alors là où on a... c'est pour ça qu'on va à l'intervalle à Lille, parce que c'est vraiment un club qui est équipé, avec une vraie scène, une vraie diffusion et un vrai public qui écoute, avec un instrument qui est sur place. Après, dans tous les endroits où on a déjà joué avec ce projet-là, à chaque fois, c'est soit des endroits qui sont déjà équipés de piano, soit après, on peut louer des instruments aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. À chaque fois qu'on reçoit des pianistes à droite, à gauche, il faut faire marcher les loueurs de piano. Très bien. Donc, juste, pour terminer l'émission, nous allons montrer la pochette de l'album. Merci Lisa. Merci Lisa, exactement. Et on espère vous voir très bientôt. Et, peut-être un Facebook, on peut vous suivre sur Facebook, je suppose. Oui, bien sûr, vous pouvez chercher Chopinspiration sur Facebook. On met des nouvelles dès qu'il y en a à savoir. Très bien, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Très avec gentil. Plaisir. Retour du Réveil en Rire avec Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.